Bonjour, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact et aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce que le numérique responsable, qui fait quoi et pour qui? Et si on remettait les pièces du puzzle ensemble, c'est parti. Alors au sommaire, on va parler forcément des quatre composantes du numérique responsable. La première, c'est le Green IT, la deuxième, l'IT for Green, puis le pendant sur le domaine sociétal que sont l'IT for Human et le Human IT. Alors, le Green IT, dans un premier temps, donc pourquoi rendre les systèmes plus sobres? Et on va parler de quelques exemples concrets. À chaque clic, qui gagne la course de la pollution? Votre nouvelle série en streaming ou votre trajet en voiture? Cette proportion, comparable à celle du secteur aérien interroge: le digital est-il un allié de la planète ou un boulet CO2? Pourquoi rendre les systèmes plus sobres? Alors, le Green IT, c'est comment réduire l'impact environnemental du numérique. Le numérique est devenu le moteur de toutes les transformations, mais derrière chaque clic se joue énormément d'impact. On considère qu'une année de recherche Internet équivaut à 120 000 gigawatts, soit la consommation annuelle d'un pays comme la Norvège. Un mail parcourt en moyenne 15 000 kilomètres pour rejoindre les serveurs du fournisseur d'email, puis le destinataire du message. Et il en va de même pour des actions comme un clic sur Instagram, par exemple. En moyenne, la donnée fait 15 000 kilomètres aller-retour pour aller voir l'oncle Sam. La fabrication mobilise 1,7 tonnes de ressources, métaux, minerais, etc. par an et par personne en France. Aujourd'hui, on a dépassé 7 des 9 limites planétaires. Et 11% de la consommation électrique nationale en France est liée aux services numériques. Ça permet de contextualiser un petit peu. Alors, le numérique responsable, c'est quoi? Ça permet d'un côté de réduire l'impact environnemental du numérique par des pratiques responsables tout au long du cycle de vie des technologies. Moins d'énergie, moins de déchets, plus de recyclage et d'efficacité, c'est le Green IT. Utiliser le numérique pour réduire l'empreinte environnementale d'autres secteurs, donc à des fins de développement durable, comme dans l'industrie, le transport, l'agriculture, par exemple via l'optimisation énergétique, le suivi ou l'automatisation des process, l'amélioration de l'agriculture, etc. Ça, c'est l'IT for Green, la technologie au service du développement durable. Puis, réduire l'impact social du numérique lui-même, par exemple, favoriser son accessibilité au plus grand nombre, lutter contre la fracture numérique et rendre ces outils plus inclusifs et conçu pour tous, c'est ce qu'on appelle le Human IT. Et dans un dernier temps, mettre le numérique au service de l'humain pour améliorer les conditions sociales et économiques, donc la technologie au service de l'humain, du citoyen, comme à travers le télétravail, la téléconsultation, les applications favorisant l'intégration, la santé ou l'emploi. Le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies numériques, tout en intégrant des pratiques éthiques et inclusives dans leur conception, leurs usages et leur gestion de fin de vie. Il y a trois piliers fondamentaux dans le numérique responsable qui sont les mêmes que dans le développement durable. Planète, ça concerne l'environnement. C'est réduire l'empreinte écologique du numérique, notamment la consommation d'énergie, la gestion des équipements et la limitation de la production de déchets électroniques. People, c'est le pan social. Puis profit, qui est devenu plutôt prosperity, donc c'est l'aspect plutôt économique qui crée de la valeur économique grâce au numérique. Mais attention, c'est une valeur économique durable dans le temps. C'est pas du short terme, c'est plutôt sur du long terme. D'où le terme prosperity qui a remplacé profit. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le Green IT, ça désigne la démarche d'optimisation continue qui vise à réduire l'impact global du numérique. L'objectif est de rendre les infrastructures et le matériel informatique plus sobres en énergie et en ressources utilisées pour pouvoir être construits et pouvoir fonctionner. On parle d'éco-conception du matériel, serveurs, data centers, terminaux et du logiciel, code plus léger, interface minimale, approche frugale pour minimiser l'empreinte carbone des data centers et des systèmes d'information. Ça passe
Le Green IT par différentes actions comme réduire la consommation d'énergie, surtout sur les phases d'usage, mieux gérer les impressions de papier, optimiser le stockage et la gestion des données par la mutualisation par exemple des infrastructures pour éviter le surdimensionnement des équipements. Très simplement, quand on fait de l'éco-conception, on peut mettre plus de sites web, d'applications, etc. dans un serveur. On peut en mettre 10 fois plus. Il y a aussi l'allongement de la durée de vie des équipements numériques. C'est certainement l'un des points essentiels, c'est-à-dire que là, un ordinateur, on a l'habitude de l'utiliser 3 ans, mais ça peut facilement s'utiliser 5, 6, voire 7 ans. Et même certaines marques peuvent aller bien au-delà. Il y a aussi le recyclage et la gestion des déchets électroniques. Aujourd'hui, on a encore énormément de mal, de difficultés à recycler ces déchets électroniques. Puis des exemples innovants d'entreprises, c'est la récupération de la chaleur produite par les data centers pour chauffer des bâtiments ou la promotion finalement active du télétravail pour limiter les déplacements physiques. Une journée de télétravail permet d'éviter à peu près 5 kilos de CO2, d'équivalent CO2. Alors l'IT for Green, ça signifie que le numérique, donc la technologie, se met au service de l'environnement, OK? Au service du développement durable. Donc il s'agit d'utiliser des technologies digitales pour améliorer d'autres secteurs, le transport, les énergies, l'agriculture, et cetera. Alors quelques exemples, par exemple la gestion intelligente de l'énergie avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour prévoir la consommation, des compteurs électriques qui sont connectés et qui permettent d'optimiser cette consommation. L'optimisation environnementale dans l'agriculture, notamment à travers des systèmes d'irrigation intelligents. L'amélioration des transports via, l'application, par exemple, de mobilité partagée, covoiturage, transport public. La gestion du trafic par des capteurs et des intelligences artificielles afin de réduire les bouchons. Des chaînes logistiques, durables, donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser le transport de marchandises avec des logiciels qui permettent, de planifier les itinéraires et surtout de les optimiser. Au niveau des industries et des villes intelligentes, par exemple, ça permettrait de détecter, de façon automatique des fuites. On sait qu'il y a énormément de fuites d'eau dans nos systèmes de canalisation, en France et il y a des entreprises qui travaillent avec des intelligences artificielles pour détecter ces fuites, pour pouvoir les colmater et donc réduire la consommation d'eau. Surveillance et gestion de l'environnement, via par exemple des images satellites et des données cartographiques pour repérer les zones à fort potentiel solaire, par exemple, pour implanter des panneaux solaires là où c'est le plus efficient. Suivre la déforestation, la qualité de l'air ou des plans d'eau, mieux cibler les actions de protection et de prévention. Alors, on va parler maintenant de l'IT for Human, la technologie au service des humains, des citoyens. C'est l'utilisation du numérique pour améliorer concrètement la vie des individus. Cela suppose de penser l'accessibilité, la diversité, la justice sociale dès la conception des services et produits. Il ne suffit pas de réduire les impacts, il faut aussi augmenter les bénéfices humains. Et d'ailleurs, en anecdote, depuis la loi du 11 février 2005, l'accessibilité numérique est une obligation pour les services publics et à partir du 28 juin 2025, pour de nombreux services privés, banques, e-commerce, médias, transports, télécoms, et cetera. Il faut savoir qu'il y a des lois dans ce sens qui existent depuis déjà longtemps aux États-Unis. Alors, quelques exemples de bonnes actions, donc l'accessibilité numérique, donc l'objectif, c'est vraiment de rendre les sites web accessibles aux personnes en situation de handicap et aussi également aux personnes malvoyantes. Il y a un référentiel intéressant qui s'appelle le RG2A, qui permet de régir un petit peu tout ça. Améliorer la santé et le bien-être via, par exemple, la téléconsultation, médicale, le suivi personnalisé de la santé. L'innovation pour le travail et la vie quotidienne, comme à travers des assistants vocaux et des chatbots, ou certaines intelligences artificielles qui sont adaptées aux besoins humains. L'inclusion numérique, donc concevoir des services numériques qui favorisent l'inclusion, numérique, mais aussi la formation à la culture numérique pour lutter contre l'électronisme et permettre à tous, d'avoir accès aux services essentiels, les démarches, administratives, notamment. La diversité dans les métiers du numérique, genre origine, parcours, ça doit être ouvert à tout le monde et tout le monde est égaux. Lutte contre l'exclusion numérique, le don, et le reconditionnement d'ordinateurs, accès internet à bas prix. Alors on va parler maintenant du Human IT et effectivement remettre l'humain au cœur de notre conception numérique. D'après l'Institut numérique responsable, il s'agit de réduire grâce au numérique l'empreinte économique et sociale de notre économie et de nos modes de vie. Human for IT, Human IT signifie principalement rendre le numérique plus
C'est inclusif, plus accessible et éthique en adaptant les technologies aux besoins humains, en réduisant la fracture numérique, en favorisant l'accessibilité pour tous. Alors, par exemple, on va parler des conditions de travail. On doit réfléchir aux conditions de travail des personnes qui fabriquent les équipements ou les services dans le numérique. Il y a des millions d'ouvriers, notamment en Chine ou au Vietnam, qui assemblent des smartphones, ordinateurs, serveurs dans des conditions souvent difficiles et on va revenir après sur un autre, élément par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui travaillent dans les mines qui permettent d'extraire des minerais dont on a besoin pour fabriquer du matériel électronique. La pollution et la santé, les déchets sont exportés illégalement vers l'Afrique ou l'Asie où ils sont traités sans précaution, provoquant pollution des sols et de l'eau et exposition des populations locales à des substances toxiques. L'économie de l'attention, et le bien-être numérique. La conception addictive, par exemple, des applications, beaucoup de plateformes, de réseaux sociaux exploitent des mécanismes psychologiques, notifications, défilement infini, le système de like pour capter et retenir l'attention au détriment du bien-être mental. Et puis les troubles qui sont associés, c'est l'augmentation du stress, de l'anxiété, de la difficulté à se concentrer chez les jeunes et chez les adultes. Il y a aussi des problèmes purement de relations sociales. Mauvaise gestion des déchets, donc mise à la poubelle quand ils pourraient être réparés, réutilisés ou recyclés et l'exploitation dans la mine, dans le domaine minier. L'extraction de minerais utilisés dans les composants électroniques comme le coltan, le cobalt, le lithium entraîne parfois, le travail des enfants et le non-respect des droits humains dans certains pays africains. Donc en conclusion, le numérique responsable ne concerne pas que l'écologie. On parle de santé et de bien-être et on encourage l'achat responsable, le respect des droits humains, le développement du numérique éthique et accessible pour toutes et tous, quel que soit l'âge, la situation et les capacités. Le numérique responsable cherche aussi à améliorer les conditions de travail des personnes impliquées tout au long de la chaîne de valeur du numérique. On cherche aussi à améliorer la qualité de vie numérique et à réduire justement l'économie de l'attention. Regarder une série en streaming pendant 1 heure a une empreinte carbone estimée à 400 grammes d'équivalent CO2, ce qui équivaut environ à 2 kilomètres parcourus en voiture thermique. Derrière chaque clic, mieux vaut se demander si le streaming en vaut la chandelle. Quel levier pouvez-vous activer dès aujourd'hui? Je terminerai sur cette question. Il faut savoir que quand on regarde du streaming, par exemple, on a le choix entre du HD et du SD. Il est préférable de regarder en SD. On peut diviser au moins par 4 son impact environnemental. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain module de Green IT Impact. En attendant, prenez soin de vous et bel après-midi.